Cette semaine, dans le balado, on fait équipe contre une grande menace, on chill dans le sud de la France et on forme une amitié improbable. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Ben, c'est aussi une amitié improbable pour combattre une grande menace. Effectivement, tout à fait. Donc, quand même une semaine à saveur très internationale française sur les écrans. Oui. Mais avant de parler aussi du gros film nouveau Marvel. Ouais, puis on le mettait d'entrée de jeu en terminant la semaine dernière. C'est le début de la saison estivale, là, du trimestre, trimestre estival ou du quarterly, je sais pas quoi, là, en tout cas. Saison d'été, cinéma, ceux qui font des pools de box-office, ça commence avec Thunderbolts le premier vendredi de mai, qui est le Free Comic Book Day aux États-Unis, ben quand même ici au Canada aussi, peut-être un peu moins dans notre culture québécoise de lire des bandes dessinées américaines comme ça, mais au Canada anglais, aux États-Unis, il y a beaucoup d'activités liées dans les librairies et ainsi de suite. C'est quoi le gros comic gratuit? C'est des petits... c'est des petits fascicules. En fait, il y en a plusieurs. Okay. Plusieurs des éditeurs vont publier des numéros spéciaux. Mettons, y a-t-il un Thunderbolt ou quelque chose comme ça? J'imagine qu'ils ont dû se timer avec la sortie du film. Habituellement, c'est ce qu'ils font. Non, c'était quand même impressionnant. Là. J'ai travaillé longtemps dans une librairie spécialisée en BD comme ça, puis je pense qu'il y a comme une vingtaine de titres faciles là, qui étaient publiés. Là. Fait que c'est pas juste Marvel et DC. Mais eux, ils en font quelques numéros, mais même les indépendants participent à ça. C'est un mouvement. Oui, vraiment, pour faire rayonner la bande dessinée américaine. Bon, donc, quelques nouvelles d'entrée de jeu? Ben oui, allons-y. Ben avec la SEDEC qui ont révélé plusieurs appuis financiers à des projets. Je ne sais pas si tu en avais... non, j'ai oublié de noter, mais je me souviens. Je peux t'en scooper une. Ben ouais, vas-y, puis après ça. Moi, j'ai noté juste les principaux. Là, Les Filles du Roi? Oui, Filles du Roi. Coprod Canada-France de notre, je sais pas, mais invité que j'espère régulier, Pascal Plante, parce que c'est un cinéaste de la ville de Québec. Il change de registre complètement. Mais là, il va dans l'horreur un peu plus, me trompes-tu? Non, il s'en va dans le film historique. J'ai mal Ben écoute, il va sûrement amener sa twist un peu à lui, mais évidemment, ça raconte la traversée des Filles du Roi de Nouvelle-France, de France en Nouvelle-France, de La Rochelle, jusque par chez nous. Donc, j'ai l'impression que d'après le synopsis, tout se passe sur cette traversée-là. Okay. Donc, un peu justement les péripéties, l'horreur aussi que ces filles-là ont subites. D'ailleurs, je pense sur les 90, il y en a une soixantaine qui sont décédées. Donc, il y en a juste 36 qui sont arrivées vivantes à bon port, qui ont pu se marier. Donc, bien hâte de voir ça. Je pense que j'ai mêlé, c'est Xavier Dolan, il n'y a pas eu de financement là, mais qui travaillait sur un film d'époque comme ça. Puis j'ai comme mélangé, puis j'ai associé Pascal à ça à cause peut-être des Chambres Rouges, mais c'est vrai qu'il a toujours fait de tous les registres, et pas juste dans le trailer. Là. Fait que, bien curieux de voir ça. Donc, ça va être l'héroïne, en fait, du film, ou le point de vue du film, ça va être d'une des jeunes filles du roi qui a 13 ans. Donc, une petite adolescente comme ça qui participe à la traversée. Colin. India Desjardins? Oui. J'y vais de mémoire, puis tu me confirmes ça. Scénarise un nouveau film qui sera fait par Raphaël Ouellette. Oui, quand même, c'est ça. Là, on parle d'un film pour ados ou pour la famille. Donc, une comédie fantaisiste qui s'appelle Hanté. L'amitié d'une fille avec un fantôme lorsqu'elle aménage dans une nouvelle maison. Fait qu'un peu... Très inspiré Casper, quand même. Là. Ouais, c'est ça, oui. Casper, je pense un peu à Beetlejuice d'une certaine façon. Ouais, mais ça dépend à quel point il est démoniaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui. Excuse-moi. Donc, c'est une fantôme. Alors, c'est une adolescente qui va se lier d'amitié avec une fantôme qui erre dans la maison depuis le 19e siècle. Donc, un fantôme assez âgé. Vas-y, je sais plus trop lesquels t'as noté, parce qu'il y en avait quand même une douzaine. Là, fait que t'as pas quand même. J'ai noté Sortie de zone, nouvelle comédie. Première réal pour Louis Morissette, c'est ça? Co-réalisation, oui. Et co-scénarisation avec Rachel Gratton, une comédienne qu'on a vue un peu
Ici et là, c'est la nièce de Vincent Gratton, mais on a vu plus récemment au cinéma dans Dis-moi pourquoi c'est Choses sont si belles. Elle jouait elle qui se fait interviewer puis qui est très mal à l'aise un peu avec sa sexualité, là, qui était l'amie de Gauvreau, voyons, j'ai oublié le nom du personnage de Mylène McCabe. Bref. Okay. Et ça va tourner autour d'une ligue de garage de hockey féminine. Donc, le personnage de Rachel Gratton va s'épanouir dans cette ligue-là lorsqu'elle va découvrir ça, puis ça va, je pense, créer des tensions peut-être familiales et tout ça. Il y a quand même, tu sais, quand on dit qu'il arrive à m'amener 2 films de je sais pas, de camion de vidange ou de volcan ou de quelque chose, parce que là, il y a une explosion, un grand essor, tant mieux, du sport féminin. C'est vrai. Et est arrivé l'équipe de Montréal, ça s'appelle maintenant Victoire, les Roses au soccer. Puis là, on va avoir un film de ligue de garage de hockey féminin. Puis aussi, je pense qu'il y a eu du financement pour Fury. Oui. Fury, c'est du monde, des filles qui perdent leur temps de glace à cause du sport masculin et qui décident de partir une équipe de roller derby. Ouais. Puis d'aller montrer de quel bois ils se chauffent, quelque chose comme ça. Fait que tu vois que la mouvance est au sport féminin maintenant, au cinéma également. Oui, très, très bon point, effectivement. L'effet du temps. Ensuite, Anaïs Barbeau-Lavalette va faire un film sur Pauline Julien, une chanteuse qui a marqué le Québec, une des premières artistes à s'afficher ouvertement pour la souveraineté, qui a milité pour l'indépendance du Québec. Une vie assez rock'n'roll de ce que j'ai pu lire un petit peu. Donc, c'est sûr que ça devrait être un film de grande qualité. As-tu noté aussi le Kim Nguyen? Oui. Le Sablier. Adapté Le Sablier, qui était vraiment une histoire rocambolesque d'Édith Blais, qui avait été gardée prisonnière dans le désert de l'Afrique là, par des milices. C'est-tu par l'ISIS ou en tout cas une faction de milices musulmanes et tout ça. Là. Donc, je pense qu'elle a passé près de 2 ans dans le désert, puis elle a réussi à s'enfuir et tout ça. T'es-tu avec son mari aussi? Ou, son chum, qui est de l'époque. En tout cas, un voyageur, parce que c'est une travailleuse humanitaire qui avait rencontré quelqu'un. Bref. Fait que ça, j'ai très curieux de voir ça. Le livre a été un best-seller lorsque c'était publié, lorsqu'elle a publié ses mémoires de ça. Et c'est Marine Johnson qu'on a pu voir dans Les Oiseaux ivres qui va incarner Édith Blais. Fait que ça peut être un des films très intéressants à venir. Puis sinon, du côté de l'animation, surtout de Québec, 10e Avenue Production a annoncé le financement d'Histoire de fous qui se passe dans le monde des oiseaux. Oh, des fous de bassin? Oui, fous de bassin, goélands, donc... Après oiseaux côtiers, j'aime ça. Ouais. Fait que je pense qu'il y en a un entre. Il y a le vaisseau des tempêtes qui va être, je pense, à la prochaine relâche. Oui, 2026. Donc, lui devrait être normalement probablement 2028, peut-être, 27, 28. Ça, c'est du financement de tournage, mais c'est vrai que l'animation, c'est long. Là, fait que, donc, les films en prise de vue réelle, il va y avoir du 2026, mais pour l'anime, ça se peut que ce soit 1 an plus tard. Donc, quand même, des projets pas mal le fun. Sinon, du côté, là, on a vu le succès des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte-Cristo. On avait déjà parlé que Les Misérables étaient en pré-production du côté de la France. Mais c'est-tu d'Alexandre? Non, là, c'est de Fred. Attends, là, je vais changer de feuille pour la rare fois. J'ai trop de feuilles devant moi. Où c'est que j'ai ça? Je vais y arriver. Oui, c'est ça. Ce temps d'attente est bien involontaire. Fred Cavaillé, que ça me dit de quoi d'avoir vu des films? Mais quand je suis allé voir sa filmographie, donc moi j'avais vu. Mais quand même un casting du tonnerre. Donc Jean Valjean sera joué par Vincent Lindon. OK. Benjamin Lavergne jouera le rôle du Thénardier. Oui, qu'on a vu dans Enfant fort. Camille Cotin va jouer sa femme, la femme du Thénardier. Tahar Rahim va jouer Javert. OK, des grosses pointures. Oui, Noémie Merlan, Fantine. Vasily Schneider, qui était dans Le Comte de Monte-Cristo, va jouer Marius. Oui. Et Megan Northam, qui jouait dans Salade de grec, qui était comme la suite de l'Auberge espagnole et compagnie, va jouer Cosette. Mais évidemment, ce n'est pas une adaptation chantée, donc c'est pas une adaptation de la comédie musicale, mais vraiment du roman de Victor Hugo. Donc. Fred Cavaillé a fait
Pour elle, avec Vincent Lindon puis Diane Kruger, qui était un bon thriller, mais ça fait quelques années, ça, là, en 2008. Puis plus récemment, Adieu, Monsieur Hoffman, qu'on avait vu en 2021, là, qui cachait avec Gilles Lelouch puis Daniel Auteuil. Non, c'était... Oui. C'était Lelouch. Qui se cachait dans le sous-sol, puis il prenait sa bijouterie, c'était pendant les rafles et tout. Là, puis là, il commençait à usurper son identité et tout. Là. Donc, fait qu'il est capable de faire de l'historique. Voilà. Fait que moi, bien curieux de voir ça. Moi, j'ai plus un penchant pour la comédie musicale, mais vu le casting, c'est certain. J'ai jamais vu aucune histoire des Misérables. Bon, je sais alors, pas tant c'est quoi. Je sais même pas, ça se passe quoi pendant la Révolution grande française. OK, puis tout le monde est maigre, puis... Ben oui, c'est ça. C'est le début de la Révolution, avant que Napoléon s'empare du pouvoir. Ben, je t'invite à voir la version avec Hugh Jackman, la comédie musicale, qui est vraiment très sinon, y a-tu d'autres œuvres cinématographiques? Oui, la plus connue, je pense, c'était été réalisée par Christian Duguay, je pense, notre Montréalais qui a tourné beaucoup en France. Puis c'était, je pense, avec Gérard Depardieu qui faisait Valjean là, à la fin des années 90. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Sinon, il y a une version américaine avec Liam Neeson. Qui date peut-être du début des années 2000, parce qu'il y avait comme un gros retour misérable. Tu avais cette mini-série-là française, puis les Américains avaient fait de quoi? Ah oui, avec Liam Neeson, c'est en 98. Puis Uma Thurman, non, fait 98. Ouais. Puis, donc c'était peut-être dans les mêmes eaux aussi, la version française. Je sais pas vite. 95 Claude Lelouch, ça se peut-tu, ça? Ça se peut, oui. Avec Jean-Paul Belmondo, Michel Bougina. Non, il y a eu de quoi après ça. Bon. Ça, c'était vraiment un film, mais... Ouais, 175 minutes quand même. Ouais. Bon, là, je veux pas trop... Là, écoute, il y en a eu en 2000 aussi, de José Dayan, avec Gérard Depardieu, John Malkovich, Christian Clavier. Ah oui, c'est ça, avec Clavier. Donc, c'était pas réalisé par Duguay, mais c'était avec Christian Clavier. Non. Je pense que Duguay avait fait Napoléon avec Christian José Dayan, elle qui avait fait aussi le Monte Cristo avec Depardieu. Mais là, on s'égare dans voilà. Dernière nouvelle, ça aussi, c'est un film que j'ai hâte de voir. Excuse, le fait de dire ça. Fait que c'est toujours ça, finalement. À un moment donné, il y a quelqu'un qui tripe ses vieux romans. Ouais. Les classiques, puis là, qui se les fait toutes, comme les gars qui viennent de faire Les Mousquetaires plus Monte Cristo, là, c'est une autre gang, mais là, de voir que c'était la même personne qui avait fait Misérable puis Monte Cristo à l'époque et tout. Fait que souvent ça, on dit t'es bon pour faire ça, donc pourquoi pas. fais-en d'autres, voilà. Je sais pas ça va être quoi leur prochain projet d'ailleurs, Patelière, puis... Ouais, mais... Il me semble que j'avais déjà lu... Il me semble que c'était un autre truc historique, mais je me rappelle plus quel... En tout cas. Sinon, le Conclave est devenu un film d'actualité avec le décès. Oui, il a repris l'affiche dans quelques cinémas au Québec. Oui, c'est ça, avec le décès du pape. Donc, mais Edward Berger, le réalisateur, a confirmé son prochain projet qui s'appelle The Riders, qui est une adaptation d'un roman de Tim Winton de 1995, qui était finaliste pour le Booker Prize. Donc, c'est comme une des grandes distinctions pour les romans, et qui va mettre en vedette Brad Pitt. Oh, OK. Produit par A24 et Ridley Scott. Aïe. Quand même. Ouais. Et l'histoire raconte celle d'un père et de sa fille qui part à la recherche de sa femme disparue en Europe. Donc, déjà que Berger est très efficace pour créer des moments de tension. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça peut être assez avoir la même intéressant. Équipe de montage puis de son. J'imagine, et musique et compagnie. Ouais, voilà. Donc, fait que moi, c'est quand même un cinéaste qui... commence à se frayer un chemin avec une filmographie vraiment intéressante. Ouais, c'est ça, beaucoup aux États-Unis. Là. Ouais. Savais-tu que Ken Scott est devenu le réalisateur canadien qui a récolté le plus d'entrées pour une production Québec-France? J'ai vu ça, effectivement. Ouais, il vient de passer les 1,4 million d'entrées, ce qui le classe donc au premier rang. Est-ce que tu avais vu la liste des autres? Oui, c'est ça. Je peux quizer un peu. Oui, je sais que c'était Denis Arcand avec ses deux... position 2 et 3, c'est Denis Arcand. Donc, Invasion barbare, 1,3 à peu près. Déclin de l'Empire américain, 1 245 000. Mais en 87, fait que ça, c'est encore plus impressionnant. Ben, en même temps, oui puis non. Mais c'est le nombre d'entrées. C'est ça, fait que c'est pas de l'argent, ouais, c'est vraiment le nombre d'entrées. Fait que, à la limite, c'est moins impressionnant parce que peut-être les gens allaient plus au cinéma des années 80. Mais je sais pas s'il était ouvert sur le Québec. Ça, c'est ça. C'est peut-être là, parce qu'à part lui, je pense que les films québécois traversaient jamais, là, ou très peu. Probablement pas parce que
tout ce qu'il y a dans les années 90, c'est des David Cronenberg. C'est ça. En tant que film canadien. Puis sinon, c'est tout Xavier plus Dolan. du 2000. Là. Ça recommence 2003 avec Invasion barbare, La Grande Séduction, qui est en 10e position, qui avait 480 000 entrées. Puis oui, les positions 4 et 5, c'est Xavier Dolan pour Mommy et Juste la fin du monde, là, un peu plus d'1 million d'entrées. Puis Ken Scott avait aussi la 11e place avec Starbuck. Ouais. Quand même Denis Villeneuve, Jean-Marc mais... Vallée, John F. Donovan de Dolan, puis 15e place, c'est Denis Villeneuve avec Incendie, 300 000 entrées. Et j'aurais pensé qu'Incendie aurait fait un peu plus que ça. Je me rappelais plus de son score, mais... Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que si c'était sorti après qu'il ait fait ses films américains et tout, ça a été... Fait que peut-être même que ses films américains ont encore plus d'entrées qu'Incendie l'avait fait. Oui, là, assurément. que... Mais vu la thématique, je pensais que... Ouais. Mais ça dépend de qui l'a acheté puis c'était quoi la mise en marché à ce moment-là et tout, effectivement. Fait que bravo, Ken Scott, le film continue de rayonner, qui est encore à l'affiche dans plusieurs salles au Québec aussi. Une très belle réalisation. 2 bandes annonces cette semaine, dont une qui m'a vraiment tu m'as dit que tu dors plus depuis que tu as vu la bande annonce. Oui, tout à fait. Mais j'ai embarqué dans le peu du concept qu'on voit. C'est Weapons de Zach Cregger, qui nous avait donné vraiment l'étonnant Barbarian il y a déjà quelques années. C'est drôle, je parlais avec un de mes bandmates de films d'horreur et de Barbarian et blablabla. Puis le lendemain, il y avait une bande-annonce de Weapons qui sortait, fait que tout est dans tout. Drôle de titre au Québec, Heure de disparition. Mais c'est loin de Weapons, mais c'est très lié avec ce qui se passe dans le film. On comprend que par une belle nuit, à 2h17, je pense, tous les enfants d'une même classe à l'école se lèvent puis se sauvent puis ne reviennent jamais, là, partent à la course avec les bras en avion, là, très creepy. Des enfants qui courent, qui font des affaires bizarres, qui pointent le vide, c'est toujours épeurant. Fait que c'est ça. Fait que là, le lendemain, on commence à accuser la prof. Pourquoi tous les enfants de ta classe, qu'est-ce que t'as fait? Prof qui va être joué par Julia Garner, qu'on voit de plus en plus au cinéma. On retrouve aussi au générique Josh Brolin, Benedict Wong et Eldon Ehrenreich, c'est ça? Ehrenreich, qu'on n'a pas vu depuis un petit bout, lui, après malheureusement l'espèce d'insuccès de Han Solo. Y avait-tu été controversé pour des affaires aussi ou non? Non. Okay. Je sais pas. Je pense que c'était juste accuse de diffamation, je me souviens juste plus, mais... Ouais, des fois aussi, t'es la coqueluche le temps d'un quelque chose. Puis le projet marche moins, avec le t'es comme tassé un peu. C'est ça. Parlons-en aussi à lui qui, justement, vit grâce à Avatar maintenant. Sam Worthington. C'est ça. Bref, Weapons sort le 8 août. Bande-annonce très cryptique. Je vous invite à aller l'écouter. Ça ne vend pas grand-chose. C'est super cool. Ça met vraiment dans l'haleine. Je pense que ça va être très efficace, ce film-là. Ouais. Autre film, The Smashing Machine, on en avait entendu parler du projet de Benny Safdie, qui est lui un peu à l'image des frères Coen, réalise sans son frère cette fois. Ça va s'appeler Le Combattant au Québec. Ça met en vedette Dwayne Johnson et Emily Blunt, mais ça semble pas aussi family-friendly que quand ils ont joué ensemble dans la rivière... Jungle Book. Jungle Cruise. Jungle Cruise. Croisière dans la jungle, voilà. Là, il joue un des premiers combattants des Mixed Martial Arts, en fait. Là. Je pense que c'est même avant que ça s'appelle la UFC, la fédération. Je pense qu'il a participé à UFC 14. Ah, ok. Je pensais que c'était à l'époque, c'était juste du MMA, puis tu te battais, là, un boxeur contre un gars de Jiu-Jitsu. Puis, lui, il a fait beaucoup de combats comme ça. C'est comme ça qu'il a fait sa réputation. Entre autres, au Brésil, il a gagné comme un grand championnat. Puis ça a ouvert les portes un peu de la UFC, mais puis que je connaissais pas Mark Kerr, qui est son nom. Puis c'est le monde difficile où aujourd'hui ça peut être payant. Là. On entend les Québécois, Georges Saint-Pierre est à la retraite, mais Olivier Aubin, c'est ça, je pense qu'on entend souvent un peu plus en podcast d'autres Québécois ou qui gagnent leur croûte en Thaïlande ou au Brésil ou dans d'autres endroits comme ça, où la législation est différente aussi. Mais tu sais, aujourd'hui, tu peux être perdant et être millionnaire. Ouais. Tu manges quand même des volets, mais là, à l'époque, même si tu étais gagnant, tu mangeais ta croûte en tabarouette. Il y a peut-être un petit côté Iron Claw à tout ça, là, qui avait rendu la lutte très populaire, etc. Fait que très curieux de voir ça. Ça a l'air joué tout en profondeur. Surtout de voir Dwayne Johnson, oui, dans un rôle de lutte et de combat, mais dans un peut-être premier rôle très sérieux comme ça. Là. Il a fait des films d'action un peu plus noir, là, pas tout le temps comédie avec le sourcil relevé, mais
un rôle qu'on pourrait discuter de prix de fin d'année, je pense que ça va être la première fois, là, sauf erreur. Oui, tout à fait. Ben écoute, les frères Safdie avaient réussi avec Adam Sandler à lui donner de la crédibilité comme acteur avec Uncut Gems. Donc, est-ce qu'ils vont réussir avec The Rock? Je pense bien que oui. Moi, j'ai l'impression que ça a l'air très, très right on the spot, là, ce film-là. Et dernier truc, t'as pas le temps de l'écouter. Ouais. Now You See Me, Now You Don't. Sans tambour ni trompette. Insaisissable 3 au Québec. Donc, le 3e volet de cette, maintenant, franchise de prestidigitateurs, enquêteurs, voleurs qui font un peu tout, là, du heist movie et autres. C'est une franchise qui change de réalisateur à chaque film. C'était Louis Leterrier, le français de films d'action, qui avait fait le premier. John M. Chu, qui a fait le deuxième, maintenant, qui est dans Wicked par-dessus la tête. Et là, c'est Ruben Fleischer, qui, lui, n'arrête pas de faire des films avec Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, parce qu'il a fait les deux. Zombieland et tout, puis une autre couple de films. Premier Venom, en tout cas. Bref. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, là, il se retrouve aux commandes de cette série-là. Je pense que sur Internet, ce qu'on entend, c'est que depuis le début, le monde voulait que le deuxième s'appelait... une fois que ça s'appelait Now You See Me, que le deuxième s'appelle Now You See Me, Now You Don't, qui est comme la fin de l'espèce d'expression. Ouais. Mais le 2 s'appelait juste Now You See Me 2. Et là, ils sont allés pour la totale pour le 3e. Ce que je trouve surprenant, c'est que ça sort le 14 novembre, puis déjà, là, la bande-annonce. C'est rare qu'une bande-annonce sort aussitôt. D'habitude, c'est plus pour des très grosses franchises. Ça, Fait que je pense qu'on veut que ça circule pour que ça fonctionne bien en novembre, qui va être juste un petit peu avant le Thanksgiving. Fait que ça se veut le espèce de feel-good film d'artifice, mais qui est toujours funné à écouter. C'est surtout on comprend que le personnage d'Eisenberg travaille avec une nouvelle équipe de jeunes, mais là, pour une grande affaire de vol de diamants, de je sais pas quoi, va devoir retourner avec son équipe. Et donc, Woody Harrelson, Dave Franco vont être là, mais Isla Fisher revient, elle qui était absente du deuxième. C'est des nouveaux visages? Ouais, ben c'est des nouveaux visages pour ça, mais pas de la vraie vie. Justice Smith, Dominique Sessa, qu'on avait vu découvert dans The Holdovers avec Paul Giamatti. Ariana Greenblatt, là, qui était dans Barbie, là, qui faisait la jeune humaine, là, non poupée. Et dans le très mauvais Borderlands, qui jouait celle avec des oreilles de lapin et tout. Rosamund Pike qui semble faire cette espèce de méchante. Dans la bande-annonce, on voit pas Mark Ruffalo, mais dans certains endroits, il est au crédit. Alors, est-ce qu'il va être juste en image d'archive? Est-ce qu'il va revenir au 3e acte pour tirer à couverte? Voilà, fait que en novembre, film que je pense qu'on a déjà assez parlé. Ça va être sympathique, sans plus. Là, voilà. Bon, c'est une bonne intro, ça. Oui, allons-y avec les films de la semaine et commençons par le nouveau Marvel Thunderbolts de Jack Schreier. Oui, est-ce le retour du MCU, comme on annonce presque à chaque film? Ça j'ai pas remarqué, j'ai oublié de noter. C'est-tu le début d'une nouvelle phase ou c'est la fin d'une phase? C'est la fin de la phase. 4, 5? 5, je pense, effectivement. Qui a été plus en dents de scie, pas mal, la phase 5. Et par dents de scie, je veux dire peut-être même en descente. Mais ça va devenir une dents de scie, car je crois qu'elle va remonter avec cette fin de phase grâce aux Thunderbolts Astérix. Qui met en scène toutes les un peu moins que rien, puis les oubliés, puis ceux qu'on a l'impression qu'on s'ennuie juste de ceux de la première génération là, qui ont quitté ou qui ont fini leur rôle, etc. Puis on dit, si on les mettait tous ensemble, comme c'est arrivé un peu dans les bandes dessinées, mais je pense que tu pourras m'en apprendre plus là-dessus. Fait que toute cette gang-là, j'ai oublié de noter leur héros, mais le personnage de Florence Pugh, de Wyatt Russell, qui est devenu le Captain America, qui dans la série a tué quelqu'un, fait que là il est déchu, puis là il s'appelle US Agent. Sebastian Stan, qui est le Winter Soldier, qui lui aussi, depuis que son ami Captain America Steve Rogers n'est plus s'ennuie, se trouve bien seul. David Harbour, qui est le Red Guardian, donc l'espèce de père adoptif de fausse famille de Florence Pugh et de la défunte Black Widow. Anna John Kamen, qui joue Ghost, le bien oublié du Ant-Man and the Wasp, qui était une méchante, mais pas tout à fait méchante, puis qui était forcée de faire ça. Aussi Taskmaster, joué par Olga Kurylenko, quelque chose comme ça. Méchante de Wakanda Forever et Black Widow, était dans les deux. Fait que toute cette gang-là, qu'on appellera des repris de justice, vont tout être... Ils travaillent tous sans le savoir pour le personnage de Julia Louis-Dreyfus, qu'on a vu, qui est un peu une genre de
bad Nick Fury. Tu sais, Nick Fury qui montait les Avengers il y a comme une dizaine d'années dans les films, en apparaissant à la fin des films puis en lançant une invitation à certains. Ben elle a fait pareil avec tous ceux-là, avec tous les outcasts, les renégats, en leur disant ben là, tu vas faire des jobs pour moi. Puis elle essaie de remonter cette espèce d'armée-là puis d'avoir une forme de contrôle puis de dire bon, c'est tout le temps la ligne qu'il y a dans cet univers parallèle-là de j'ai confiance ou pas en ces gens qui ont des héros, qui ont des super pouvoirs, qui sont tous différents de différentes manières, ou des super skills, là, dans le cas de, par exemple, Florence Pugh. Fait que Yelena. Fait qu'elle espère de créer ça, mais quand ça commence à chauffer dans une commission d'enquête et tout, elle dit il faut débarrasser les preuves, puis elle va essayer de leur tendre un genre de piège qui s'anéantissent tous l'un avec l'autre puis que ça s'auto-détruise. Mais finalement, ils vont réaliser que c'est un genre de guet-apens, puis contre toute attente, tous ces loners-là qui haïssent tout le monde vont se mettre à travailler ensemble pour leur sécurité et la sécurité nationale. Quand va arriver un peu de nulle part un nouveau, peut-être super vilain, Sentry, qui va malheureusement perdre le contrôle un peu de son pouvoir puis plonger le monde dans une espèce de spleen généralisé. Voilà, en gros, on réinvente pas la roue au niveau des gentils, des méchants. En plus, c'est des gentils, pas trop gentils, mais qu'on va rendre attachants. Bien sûr. Et on a confié la job, pas à un habitué nécessairement des gros films d'action, mais Jake Schreier, comme tu as dit, qui son plus grand fait d'armes est la télésérie Beef, qui a fait tout un tabac sur Netflix il y a quelques années. Oui, parce que je regardais... C'était une des premières séries A24, en fait, même. Oui, puis son dernier film remonte à 2015, je pense que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas de tournée. Ouais, c'est très indépendant, film. en plus, ces films, c'est pas des gros budgets. Là. Et d'ailleurs, l'équipe de Beef travaille pratiquement tous sur le film de Thunderbolt. Ça, je suis allé voir un peu, fait qu'il a tout ramené son monde. Donc, c'est quand même un drôle de choix. Puis, il avait été choisi avant même de tourner la série Beef, là, parce que c'est 2021 quand même que le film avait été ça devait annoncé. Être en projet, mais ça n'existait pas encore. Là. Beef est sorti en 23. 23, c'est ça. Fait on ne sait pas, mais c'est vraiment suite à une présentation. Là. Marvel, ce qu'ils font, c'est que souvent, ils vont ramener plein de cinéastes indépendants. Là. C'est un peu leur truc. Puis tu fais des pitchs de vente avec le projet. Puis ils ont vraiment adoré la vision qu'ils voulaient amener au projet. Puis là, avec le succès de Beef, ça a augmenté sa notoriété là, que j'ai pas vu, que je voulais voir. Je sais que le film, la série avait fait beaucoup jaser par sa qualité d'écriture. Puis je pense que ça se ressent dans Thunderbolts parce qu'il a retravaillé le scénario justement avec un des co-scénaristes de Beef. Et c'est la force, c'est les personnages. Comme tu dis, l'intrigue, on réinvente vraiment rien, mais les personnages sont vraiment bien développés, sympathiques. On les cheer, on veut les encourager. Mais on aborde quand même des sujets un peu plus sérieux à travers tout ça. Malgré l'humour, on va quand même beaucoup parler d'enjeux de santé mentale, solitude, dépression. Des traumatismes d'enfance. Tout du monde qui ont eu qui n'ont pas eu des paramodèles nécessaires. Effectivement. Donc, un parcours assez chaotique. Donc, quand même assez intéressant d'aborder cette thématique-là dans un film de super-héros. Puis je pense qu'autant toi que moi, on a beaucoup apprécié. Je pense que c'était un bon retour en force de Marvel. Le dernier Captain America, on ne se comptera pas d'histoire, était très décevant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'occasions ratées dans le scénario, dans l'histoire, alors que là, tout est assez simple. Mais je pense que c'est ce qui fait l'efficacité du film. Là. What you see is what you get. D'ailleurs, la première portion se déroule quasiment toute en huis clos. Ils sont pris au piège, puis ils doivent travailler ensemble. Puis après, essayer de sortir de ce piège-là. Puis le nouveau venu Sentry, qui est un personnage que je ne connaissais pas tant, peut peut-être venir à jouer un rôle assez important parce que c'est quand même un personnage qui a énormément de pouvoir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a perdu la mémoire. Et il y a une portion de bien et de mal en lui, donc selon celle qui va prendre le dessus, mais qui est lié un peu à en fait, à une dépression puis à une bipolarité. C'est ça. C'est ce qui le porte à aller expérimenter sur son corps et tout ça. Puis finalement, on va déclencher quelque chose en lui. Alors, c'est ça. C'est clairement, c'est pas le film le plus drôle
le plus comique, mettons, si on pense au Thor et à toutes ces affaires-là, mais je pense qu'il y a le bon niveau pour avoir une certaine profondeur. Aussi, il dure comme 2h05, là, puis incluant un générique de 9 minutes, là, fait que il est très efficace dans le film, dans sa durée, son rythme. Des petits passages qui peuvent rappeler justement le Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce que c'est un peu le pouvoir de Sentry de ramener le monde dans leurs rêves, dans leurs pires cauchemars, puis de se promener comme ça d'un rêve d'un souvenir à l'autre, si on veut. Puis, bref, il y a ce côté-là, fait que j'ai beaucoup apprécié. Je suis quand même épaté, justement, on parlait de Jake Schreier, mais je pense à Doctor Strange, puis différents films comme ça, que c'est des réals qui sortent un peu d'un autre monde, puis que là, soudainement, ils ont genre 200 millions de budget ou 150 pour faire un film, puis que ça marche. Ils sont pas trop... Et c'est sûr qu'une équipe puis la production aide beaucoup à ça pour genre, tes effets numériques, dis ce que tu veux à ce gars-là ou à cette personne-là, puis elle va te dire si c'est possible ou pas, puis combien ça coûte, puis etc. Parce que moi, je saurais pas. Là. Ils sont bien épaulés, ça, c'est certain. Chloé Zhao, là, aussi, là, des drames intimistes de monde qui font caca dans des chaudières dans une Westphalia, puis après ça, il y a comme, des monstres en CG avec une créature célestiale qui sort de l'eau, puis tout, puis c'est comme, j'ai calé, quoi. Ils sont entourés, aussi. Là, mais tu fais quand même partie d'une machine, parce que je disais un peu que, dans le fond, malgré qu'il a participé au scénario, tout ça un peu concept, c'est quand même Marvel qui impose quel personnage tu vas prendre, parce que je sais qu'il lui avait en tête certains, d'autres voulaient introduire un nouveau, mais... c'est ça, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de rallier. Puis tu sais, si vous voulez pas de spoiler du film, bien sûr, écoutez pas trop de bande-annonce, parce que c'est, à un moment donné, il y en a 1, 2, 3, puis 4, puis là, tu commences à voir des choses. Puis écoutez pas... J'espère que vous savez pas c'est quoi le casting qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines pour Avengers Doomsday, parce que là, ça en dit un peu sur... des noms qu'on pourrait retrouver ou pas dans la suite, parce qu'on s'entend que c'est Thunderbolts avec Astérix, c'est parce qu'on a besoin de ces personnages-là pour la suite. C'est ça, les petites grenailles qui restaient et qu'on a mis ensemble. Puis un truc que j'aime bien, c'est sûr qu'on est beaucoup autour du personnage de Florence Pugh. Oui. C'est elle qui est centrale à ça. Est un personnage aussi qu'on va... facile de s'attacher par la comédienne, le charisme de Pugh, mais aussi, on le sait, qu'elle est relativement... une bonne personne, elle a juste été brainwashée pour se battre comme le Winter Soldier, puis là, elle est brisée par rapport à tout ça, mais qui est pas, au fond d'elle, n'est pas 100% mauvaise, mais le personnage de Wyatt Russell, lui, on nous l'a présenté comme un anti-héros dans la série Winter Soldier and the Falcon. Tu sais, il devient un peu une forme d'ennemi, parce que lui... Il est un peu berserk, puis il est le nouveau Capitaine America, mais il fait les choses à sa façon, puis il donne son poing dans la gueule sans poser de questions, puis des affaires comme ça. Mais tu finis par avoir de l'empathie pour lui. Ça va peut-être pas être notre héros qu'on veut voir, mais tu fais « Ok, je comprends », c'est qu'il a tout le temps été dans le modèle militaire, quand il a dit « il faut que tu performes, puis tu obéis, puis tu fais, puis c'est de même, tu vas avoir ta reconnaissance, puis tes médailles », puis à un moment donné, on dit « crime, c'est le plus efficace de nos soldats », puis on lui donne ça. Puis finalement, c'était juste trop de pression pour lui, puis il a été mal accompagné là-dedans, puis ça peut rappeler aussi nos vies, là, de juste se retrouver au travail, à vouloir performer, puis à un moment donné, c'est trop de responsabilités, mais là, si je suis là, c'est parce que j'ai juste à continuer, puis ça va plus marcher, puis tu sais, fait qu'il se retrouve un peu là-dedans, fait que oui, puis ça va pas bien du tout dans sa famille, puis il est pas en paix avec ce qui est arrivé, puis d'avoir été déchu comme ça, puis throw under the bus, parce que, là, c'est pour la presse, puis il faut que ça paraisse bien, puis... Fait que tu te fais vraiment une forme de chair à canon, finalement, là, pour tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. C'est très bien fait, le film, ce côté émotif-là et sensible, qui est une des grandes qualités de la série Beef aussi, justement. De dire, oui, c'est deux personnes qui s'envoient chier, mais au fond, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont brisées, elles ont des choses à réparer, mais là, elles trouvent une solution là-dedans. Fait que c'est pour ça que je trouve, tu sais, sur Letterboxd, je vois beaucoup de gens qui donne énormément de commentaires positifs. Bon, on est plus dans le 3 étoiles et demi, là. On va pas dans le 5 étoiles. C'est pas non plus le film événement, le Avenger Infinity War que tout le monde va aller voir au Endgame, là, mais là, on est dans les marches de l'escalier qui vont nous mener à Doomsday, puis à enfin un autre moment très excitant, je pense, du MCU. Pour le calendrier, je te laisse la parole après, mais pour le calendrier, on semble voir que là, le prochain film, c'est... je pense, Fantastic Four. Il y a Fantastic Four en juillet,
Puis c'est Doomsday Ouais. l'été prochain. Fait qu'à moins qu'ils sortent un lapin de leur chapeau puis qu'ils en sortent un en février, mais je pense qu'ils vont comme se calmer. Puis la phase 6, je pense qu'on a dit qu'on était rendu, c'est comme 4 films en 3 ans. Là. C'est beaucoup plus modeste. Puis je pense que ça va être très payant pour la franchise. Ben, effectivement, on sent qu'on tire moins dans plusieurs directions. Là, on dirait que le focus est remis à la bonne place. On le sent avec Thunderbolts. Mais tu parlais de Florence Pugh qui porte le film sur ses épaules et elle le fait de façon magistrale. Elle est vraiment très, très bonne. Et j'aime bien cette dynamique avec David Harbour qui joue le Red Guardian, son père. Qui est le comic relief du film. Effectivement. Là, mais qui est très efficace. Oui, puis il est bien dosé. Oui, pas trop. Puis si vous voulez un petit guide là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut écouter si jamais vous n'avez pas trop suivi les Marvel. Thunderbolts joue vraiment comme une suite plus à Black Widow. Fait que je pense que c'est vraiment le plus important à voir. Vous pouvez également voir la série Winter Soldier et de Falcon et aussi celle de Hawkeye où le personnage de Julia Louis-Dreyfus apparaît pour la première fois. Et on voyait aussi pour la première fois donc aussi la Black Widow de Florence Pugh. Elle joue là-dedans. Mais c'était pas la première fois parce que le film Black Widow était sorti avant, je pense. Était-tu sorti avant? Je suis plus certain. Je l'ai pas vu, la série d'Hawkeye. Je me rappelle plus. Mais sinon, peut-être après, effectivement. Mais en tout cas, c'était très proche l'un l'autre. Pas besoin d'avoir vu le dernier Captain America, parce que des gens se demandaient est-ce qu'il va y avoir un lien, est-ce qu'on va même revoir Harrison Ford, parce que dans les BD, il mentionne dans la continuité que ça se passe après. Il parle de Sam Wilson, mais on ne les voit pas. Il n'y a pas de surprise. Non, vraiment pas. Un autre héros là, qui arrive ou quoi que ce soit, ils sont assez. Puis, fait qu'il est resté jusqu'à la toute fin parce qu'évidemment... ouverture vers la suite. Oui, tout à fait. Puis tout le titre prend son sens aussi. Puis un petit fun fact comme ça, on parle de Beef, qui mettait en vedette Steven Yeun de Walking Dead, entre autres, qui jouait Glenn et tout ça. C'est lui qui devait jouer Sentry à l'origine. Mais à cause des reports, des grèves et tout ça, de scénaristes et tout ce qui s'est passé, finalement, il a été pris sur un autre projet. Ah, il aurait été bon aussi. Oui, je pense qu'il y a eu la gueule. Mais là, je ne l'ai pas mentionné. Lewis Pullman. Lewis Pullman, qu'on a vu dans le dernier Top Gun Maverick, dans plein de films, mais c'est le fils de Bill Pullman. De Lone Star dans Spaceballs. Ah ouais. Mais toi, c'est peut-être Independence Day, peut-être plus. Oui, et voilà, le président. Le président. Mais il ressemble quand même énormément, là, le menton, les yeux, la mâchoire et tout. Là, fait que, mais il est très bon. Et même Wright Russell, c'est vrai que c'est des fils de comédie pas mal dans cette affaire-là. Qui évoque Kurt Russell. Il ressemble pas tant, mais sa façon de parler, oui. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est vraiment du Kurt Russell lorsqu'il parle. Fait que c'est très drôle. Fait qu'on est vraiment dans cette nouvelle génération-là parce que c'était... il y a quelques semaines, c'était quel film donc? Il y avait... c'était Novocaine. Ouais. Puis... Fait que là, on est comme toute une nouvelle génération d'acteurs dans la vingtaine, fin vingtaine, début trentaine. Enfants de stars. Un peu de népotisme, mais quand les gens sont talentueux, ça va. Oui. Quand on force leur présence, c'est là que c'est plus discutable. Alors, allons maintenant du côté de... Fait que, bref, juste pour finir avec ça, parce que c'est comme... On les aime, là, les films de super-héros, nous deux notamment, mais on peut pas tous les acheter non plus. Ils sont pas tous bons. Fait que, là, on a passé quand même pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être que si ça vous dit rien, ça vous dira rien. Mais si vous avez lâché sur certains films et tout, je pense vraiment qu'à partir de là, ça recommence à être intéressant, à être le fun, à être bien écrit. C'est un bon moment pour y revenir. Mais je veux pas le survendre non plus. C'est pas il est pas dans le top 5 à date là, du MCU, mais on s'en va à la bonne place. Puis, il introduit des Thunderbolts parce qu'on va en avoir besoin pour la suite des événements de ces personnages-là. C'est pas un des films qui traîne sur le côté et qui sert à rien. Je pense que c'est une nouvelle pierre d'assise pour la suite. Voilà. Veux-tu aller en prison? Ben oui, allons-y. Vraiment dans un récit plus intime que Thunderbolts. La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazoui. Oui. On suit 2 personnages principaux joués par Isabelle Huppert, pas plate, puis Afsia Herzi, qui est moins connue ici, mais que c'est pas du tout son premier film. Là. Non, en France, c'est comment rendu une grande star, là, puis qui est réalisatrice aussi et tout ça, fait quoi? Ce qui se passe ici, c'est que le personnage d'Isabelle Huppert est une Allemande, est une dame quand même assez blasée, qui s'ennuie dans sa grande maison vide et qui, sa seule occupation, une fois de temps en temps, c'est d'aller voir son mari en prison. Un jour, au parloir, justement, elle va faire la rencontre de Mina, donc le personnage de Afsia,
qui est une jeune mère, elle, d'un milieu beaucoup plus populaire, plus pauvre, disons-le, qui a 2 enfants à sa charge. Elle se voit refuser la visite auprès de son conjoint pour des procédures, puis elle a fait full de kilomètres en train, etc. Puis elle dit, ben regarde, viens, je vais t'héberger, comme ça tu vas être déjà prête demain pour aller à ton parloir, ta reprise. Fait que ça va démarrer une amitié insoupçonnée entre les femmes qui sont, c'est ça, de 2 classes sociales différentes, de 2 âges différents. Je trouve que le personnage de Huppert n'a pas d'enfant, du moins c'est pas mentionné. Fait que il n'y a rien qui semble les mettre proches, mais ils vont se souder par rapport peut-être à cette vie-là d'avoir ton mari en prison, la gêne qu'il y a un peu par rapport à ça. Dans le récit, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que leurs maris, respectivement, soient en prison. Puis, c'est ça, fait que ça va nouer de cette espèce d'amitié, mais qui va... Un peu, le naturel va un peu venir challenger quand même ça, cette différence de classe sociale et tout. Ça va chambouler leur vie. Ça va avoir un impact, c'est ça. cette rencontre. Fait que pas rien spoiler de un peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va avancer, mais c'est un film qui est, à la base, je dirais un drame, mais qui a une notion un peu de suspense, peut-être, qui va se glisser tranquillement là-dedans, ou de mystère à tout le monde. Oui, tout à fait, bien dit. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, j'avais aucune attente, mais j'ai vraiment embarqué. Je trouve que c'est un film qui est bien écrit, scénario super intéressant, vraiment porté par les 2 comédiennes, Isabelle Huppert et Afsia Harzi, qui forment un duo vraiment très efficace, très charismatique. Ils ont une chimie ensemble. Pas pour rien, ils ont partagé l'écran d'un autre film qui était sorti l'an passé aussi. Ah ouais, je me souviens pas. Les gens d'à côté d'André Téchiné. OK, ça s'est pas rendu ici. Ouais, je pense que non. Puis, on y croit. Puis, justement, tu l'as dit, il n'y a pas un grand suspense, mais il y a un petit élément de mystère tout au long qui se développe, qui va avoir un impact sur leur relation, qui est quand même bien amené, bien développé. C'est ça qui est une des raisons, disons, de l'emprisonnement d'un des 2 maris. Là. Fait que vous aimez le cinéma français, film de très bonne qualité. Oui, j'ai oublié de noter, je pense, mais ça avait été présenté à Cannes, la quinzaine des cinéastes, effectivement. L'an dernier. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer la réalisatrice Patricia Mazoui à une Elle non France. plus, c'est pas son premier film. Là, non, je pense, Bonne route. D'ailleurs, elle avait déjà tourné avec Isabelle Huppert en 2000, je pense que ça fait 25 ans. Saint-Cyr, je pense, qui est son film le plus connu, là, qui a plus rayonné. Donc, c'était une belle rencontre où elle parle de ce projet-là qui, en fait... lui a été offert par les producteurs, mais à la base, le scénario avait un peu une autre forme. C'était vraiment plus axé sur l'aspect social des femmes qui vont au parloir et tout ça. Et elle a amené un côté un peu plus mélodramatique en créant cette relation entre ces 2 femmes-là. Et Isabelle Huppert qui était son premier choix parce qu'elles avaient aimé travailler ensemble. Donc, vous pouvez lire ça dans les prochains jours sur monciné.ca. L'entretien sera en ligne. Parfait. Puis juste spécifier, pour pas que ça sonne de même, on dirait que dans ma lecture de synopsis, ça peut avoir l'air de genre, elles vont réaliser qu'elles ont beaucoup plus en commun, que, tu sais, c'est pas une espèce de comédie dramatique feel-good sur genre, finalement, on a tous la même adversité à traverser ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose de plus naturel et terre-à-terre dans le film, là. Les gens changent pas tout le temps, là, au final, là. C'est un peu ça. Ouais. Restons en France parce qu'on a un trio de films français. Je vais te laisser aller avec le tien que toi tu as vu, que moi j'ai pas eu la chance, puis après ça j'irai avec le mien. Le mien ou le nôtre? Moi j'ai vu c'est vrai, t'as raison. La vie devant moi, on est à Paris. Il fait beau, on est en juillet, mais malheureusement on est en 1942. C'est la rafle du Veldiv, donc du Vélodrome d'hiver, qui est un événement majeur et tristement majeur et célèbre. Donc la rafle qu'on commençait à ramasser tous les Juifs pour les déporter à gauche puis à droite. Ça commençait par les Juifs polonais, plus tard les Français, au début juste les hommes travaillants, éventuellement les personnes âgées, etc. Là, on se souvient grosso modo des grandes lignes du règne de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'adolescente Toba Zilberstein, donc d'origine juive polonaise, elle est née en France, mais ses parents sont polonais, vont trouver refuge dans le grenier de l'appartement du bloc de l'autre côté de la rue, qui est comme une espèce de petite salle de débarras avec un tout petit évier. Puis là, on va leur dire un peu, garde, cachez-vous là le temps que ça se calme, tu sais. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va prendre beaucoup de dodo avant de se calmer. Elles vont passer presque 2 ans. Là, c'est fou quand même. Hein. Fait que le roman, pas
pas le roman, pardon, le récit, c'est l'avancement de ça, mais l'avancement, ça reste beaucoup au point mort, c'est-à-dire la famille, donc les deux adultes, l'adolescente de 14-16 ans, mettons, qui est là, puis qui vivent en silence dans ce petit genre de placard-là, là, qui pourrait ressembler quand même à peut-être un petit studio 1,5 qu'on loue dans une grande ville quand on est étudiant. Là. Mais ouais, c'est ça. Genre une petite pièce carrée. Là. C'est pas un garde-robe, mais un petit débarras. Fait que le père épie par la fenêtre, puis fait juste regarder qu'est-ce qui se passe, puis être à l'affût de si des officiers nazis allemands viennent pour rechercher les autres, les deux femmes bougent pas. On a des amis qui nous amènent un peu de bouffe, un peu des fois, soit du linge chaud, du linge plus frais au fil des saisons. Il y a des moments où c'est l'hiver, ils peuvent pas trop allumer le poêle parce qu'ils n'ont plus rien à brûler. Puis après aussi, c'est l'été, puis il fait 45 degrés genre, là-dedans, puis ils peuvent pas sortir, toutes les planchers craquent. C'est pas un film où il va y avoir une grosse tension, style Anne Frank de « Ah, ils sont juste en dessous, faut pas bouger. » Il n'y a pas ce... La promesse d'Irina. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas ce climat de peur-là à ce point-là. C'est plus sur l'isolement, vraiment. On sent aussi que c'est un film à petit budget, qu'on a fait beaucoup avec peu. Tout ce qui est vraiment des chars d'assaut dans la rue, ces affaires-là. Il n'y a pas de scène de guerre. On utilise beaucoup d'images d'archives, ce qui ajoute au propos parce que c'est des vraies images. On n'avait pas l'argent pour faire la reconstitution. C'est d'une histoire vraie, donc cette famille-là existait pour vrai. Je ne sais plus si c'est parce qu'elle a écrit un roman ou on a écrit sur sa vie, là, comment ils ont su ça. En fait, il y a un documentaire en 2018 sur elle. Et en fait, le co-scénariste du film, c'est son garçon. Ah, ok, bon. Ouais, qui fait que c'est un journaliste essayiste qui a co-scénarisé l'histoire de ce qu'a vécu sa mère. C'est ça. Fait que les parents sont joués par Guillaume Gallienne, qu'on voit à l'occasion dans des films qui se rendent au Québec ici, Adéline Dermy, et la jeune par Violette Guillon, donc une jeune actrice qui a joué à date dans la franchise bien aimée, les 10 jours sans maman, 10 jours encore sans maman, parce que Franck Dubos, c'est pour ça que je te taquine. Puis dans ça, je suis pas sûr que ça joue au Québec, mais c'est quoi cette famille là, qui a aussi une suite, c'est quoi cette mamie, c'est quoi ce papy et tout. Là. Fait que des franchises de famille qui jouaient sûrement peut-être à l'époque la jeune fille, à cette heure l'ado, là, bref. Fait que c'est un premier rôle peut-être plus sérieux, plus dramatique, très solide. Elle qui va un peu plus... T'sais, on est un peu plus à travers ses yeux que ceux des parents, fait qu'elle voit des parents inquiets mais qui savent pas quoi faire, qui font juste se cacher. Elle se demande pourquoi on se bat pas. Ben, ça prend du courage pour se battre aussi. Il faut savoir quoi faire. Tout le monde sait rien, là. Fait qu'à quel point... Fait que tu te caches, tu te défends toi-même. Il y en a qui te trahissent. T'as peur d'être trahi aussi par ceux qui t'aident quand ils vont être au pied du mur puis qu'on va menacer leur famille. Est-ce que là, on va te vendre puis dire où tu te caches? Fait qu'elle essaie d'amener un côté un peu plus léger, un peu plus joyeux là-dedans, même si c'est pas non plus un enfant de 7 ans, quand même consciente de tout ce qui se passe. Oui. Fait que voilà pour La vie devant moi de Guillaume Sylvestre. Un film aussi très efficace, ça dure à peu près 90-95 minutes, fait que oui, c'est un huis clos, mais on s'embourbe pas dans un scénario d'1h20 où amener ça stagne, là, fait que ça avance bien. Délaissons Paris de la Deuxième Guerre pour la beauté du sud de la France, de Marseille, pour une adaptation de Bonjour Tristesse de Durga Chubose, une adaptation du roman de Françoise Sagan. Réalisatrice canadienne mais d'origine montréalaise, Durga Chubose, qui tourne son premier film. En fait, c'est une romancière, je pense prof en littérature, qui réussit pour trouver du financement pour quand même tourner un film qui n'est pas rien non plus, parce qu'il faut dire que le roman de Françoise Sagan, c'est un des romans français les plus vendus à travers le monde, qui a été paru dans les années 50. Je te laisse aller avec le petit synopsis. Puis, c'est une coproduction Canada, France, États-Unis, quelque chose de même. Ouais, je pense plusieurs pays, parce qu'il y a plusieurs producteurs au générique. Voilà. On est au plus fort de l'été. On va suivre Cécile, qui a 18 ans et qui est sur la côte française avec son copain Cyril, qui se bécote et découvre la vie. Et elle vit avec son père Raymond, qui est avec sa blonde Elsa. Elle, sa mère, est décédée. C'est Elsa, puis elle, sa mère, ça mélange, là. Sa blonde Elsa et Cécile, sa mère, étant décédée depuis quelques années. Mais va arriver Anne, qui est une amie de sa, justement, défunte mère, qui va venir bouleverser leur quotidien, si on veut, très loisif. Là, on comprend qu'ils semblent être en vacances pour la plupart et tout.
des gens assez riches, on le sent bien. Fait qu'au cœur de cette espèce d'été très chaud et très ensoleillé, elle va se mettre à manigancer peut-être un plan pour que ça puisse éloigner Anne et peut-être que les choses redeviennent comme elle les préfère, comme Cécile le préfère. Donc, on est dans le drame, partie coming of age. C'est sûr que c'est un été marquant pour elle. Ouais, c'est ça. Puis la bande-annonce fait partie des fois des bandes-annonces qui sont un peu trompeuses. Donc, on n'est pas nécessairement dans le suspense. Là. On est un peu de drame psychologique en partie. Mais c'est un film que moi, je suggère à voir vraiment pour la beauté des paysages. C'est magnifique esthétiquement. C'est beau, les cadrages aussi. Donc, quand même, j'ai été surpris. Une première réalisation, des fois, ça peut être un peu casse-gueule, mais Durga Chubose a l'œil d'une cinéaste, vraiment. Ses cadrages, la façon qu'elle nous démontre le récit, la façon que ça se déroule. Les jeux de comédiens aussi, très bien réalisés. Mais c'est quand même un film qui est quand même lent, il faut le souligner, quand même assez froid aussi. Donc, c'est comme un peu une dichotomie autant qu'on nous montre des paysages chauds et tout ça. Mais c'est l'image très blastée, très claire parce qu'il fait chaud, là, comme quand le soleil nous aveugle puis tout devient blanc. Mais c'est ça, quand même très intellectuel, donc très littéraire aussi, très film à dialogue. Donc, si ce genre-là vous plaît, je pense que ça vaut quand même la peine d'être vu. Et vraiment encore les comédiens, tous excellents, dont la jeune... c'est Lily McInerney. Oui, qui a tourné un film précédemment, qui s'était démarquée un peu à Sundance, puis elle avait gagné un prix Révélation, tout ça, qui est vraiment intéressante. Je pense qu'on va la revoir souvent. Elle est très charismatique pour dans son jeune âge de Cécile. Il y a Clay, ouais, c'est ça. Sinon, il y a Claes Bang, qui est un nom moins connu, mais moi, je l'avais découvert dans The Square à l'époque. Chloé Sevigny, qui joue cette fameuse Anne qui vient tout chambouler. Alyosha Schneider, donc la grande famille des frères Schneider, qui joue le petit copain. Naila Arzoun, qui joue cette Elsa, donc la blonde du père au début du film, qui était on a découvert ici pendant Une femme cachée avec Antoine Bertrand à l'été dernier. Fait que c'est un casting quand même assez spécial. C'est très hétéroclite alors qu'on est dans un roman français qui se déroule en France. Donc là, on a changé un peu la nationalité des personnages. Parce que dans le roman, j'imagine tout le monde est français. Effectivement, là. Alors que là, la jeune fille, Cécile, est américaine, mais elle tombe en amour avec Cyril, qui est français quand même. Fait qu'il y a un peu un mélange de tout. Ce qui est aussi bizarre d'avoir Chloé Sevigny, qui est une personnage américaine, puis une actrice américaine, mais clairement d'origine française à quelque part, parce que c'est un nom très français. Sevigny, bien sûr. Sevigny. Fait que tout ça est très mélangeant. Le roman avait déjà été adapté en 1958 par Otto Preminger, encore une adaptation américaine qui avait entre autres Gene Seberg qui jouait le rôle de Cécile. Et David Niven. Petit fun fact quand même, le roman avait fait scandale à sa sortie en 1954. Sais-tu pour quelle raison? Parce que ça décrivait une relation sexuelle? Oui, avant le mariage pour les deux jeunes. Des jeunes, c'est ça. Donc, je pense que c'est ce qui a probablement donné le goût aux jeunes ados de l'époque de lire ça. Puis, c'est une adaptation contemporaine aussi. Il faut le dire quand même. Mais en même temps, tu as un look qui est un peu rétro, dans les costumes, tout ça. Fait que esthétiquement... Tout est très... des affaires fleuries, habillées en blanc. Il y a quelque chose de un peu intemporel dans une forme de look. Fait qu'esthétiquement, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, ça se passe de nos jours. Voilà, sinon, autre sortie qu'on n'a pas eu le temps de voir malheureusement, mais le documentaire Matimekush, c'est l'école secondaire de Matimekush qui est juste à côté de Shefferville. Il pourrait avoir des centaines d'élèves vu sa taille, mais il n'y en a que quelques dizaines, tous issus de la communauté Innu. Puis, à quelques exceptions près, le personnel de l'école il est composé vraiment majoritairement d'immigrants, certains d'Afrique, d'autres d'Haïti ou encore d'Europe. Fait que c'est un film qui va documenter un peu les efforts des enseignants de motiver les jeunes puis de comparer aussi leur vécu au leur, comment les inspirer puis pas les forcer, mais les motiver finalement à se dépasser puis à poursuivre aussi dans l'éducation et pas dans l'enseignement, pas de devenir des profs, mais c'est dur des fois dans les milieux éloignés de motiver les gens à s'intéresser à l'école puis à apprendre des choses, des métiers, c'est ça, n'importe quel diplôme et tout. Fait que voilà, c'est ça pour ce documentaire qui se situe dans le nord du Québec, Matimekush, sur certains écrans.
La semaine prochaine, le 9 mai, on s'approche de l'été, il va faire chaud. Et il va y avoir Fanny de Jan Englund, le mystère Fanny, qui va tenter de découvrir le secret de sa famille et derrière la mort de sa mère. On a des... Excuse-moi. Oui, je veux dire, c'est une adaptation des séries très populaires de Stéphanie Lapointe, donc connue par vos pré-ados, si vous en avez à la maison, sûrement que... surtout des filles, évidemment, on cherche un lectorat plus féminin, mais le film est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On a déjà vu le film et on a même déjà rencontré l'équipe. Fait qu'en début de semaine, je vais mettre en ligne nos entretiens avec les comédiennes et avec Jan Englund et Stéphanie Lapointe. C'est elle, la ancienne chanteuse, comédienne, romancière, scénariste maintenant, qui avait écrit les livres et qui a écrit l'adaptation au cinéma. On en reparle la semaine prochaine, mais très bon film qu'on recommande, pas juste pour les jeunes ados, mais pour tous et toutes. Du côté plus loufoque, Fight or Flight, comédie d'action, comme ça arrive souvent et à l'été, avec Josh Hartnett, que j'apprécie beaucoup, Josh Hartnett, qui était comme un acteur vedette quand moi j'étais un ado dans les années 2000. Il a comme disparu, puis là il est revenu sous forme de pog. Non, il est revenu en force en tant que quarantenaire bien établi. Doit approcher 50 en fait, même, je sais pas. Fin quarantaine sûrement, peut-être plus 45 là, genre. Puis je vais chercher ça. D'accord. Sa bio. Il y a quel âge? Je vous reviens que ça l'an prochain. Pas l'an prochain. La semaine prochaine, pardon. Fight or Flight, ça va s'appeler Combattre ou fuir. Donc, une espèce d'adaptation. C'est une expression, mais ça va être lui dans un avion qui doit assassiner quelqu'un, mais finalement, l'avion est plein d'assassins. Fait que vous voyez un peu ce qu'on a eu avec Bullet Train dans l'avion. Bullet Train, tout à fait. Mais là, Josh Hartnett au lieu de Brad Pitt, etc. C'est un film qui est une production... J'ai pas de mémoire, là, mais d'une chaîne de télé britannique de streaming qui s'appelle Sky Cinema. Et ça, avec plein d'autres choses. Puis finalement, le film vient d'avoir une acquisition internationale, puis va se rendre au Canada, puis il y a une version, une doublure québécoise. Puis fait que ça c'est arrivé un peu dernière minute. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle. Le film, il n'arrive pas de Warner ou d'Universal, fait qu'on n'est pas trop au courant. Mais ça sort le 9 mai, fait que on va essayer de checker ça. Les premières critiques sont très sympathiques là, dans What You See is What You Get, là, mais de Josh Hartnett qui se bat dans un avion avec... je pense qu'il va y avoir quelques éléments invraisemblables, sûrement, mais que ça risque d'être divertissant. Voilà. Pour nous contacter, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour consulter les articles spéciaux et en savoir plus, visitez le monciné.ca. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais on vous demande de faire partie d'une équipe de super-héros, choisissez donc un Avengers pour membres, ça va être pas mal plus facilitant.